bonjour, mesdames et messieurs, en vos noms et grades et titres respectifs, représentants des autorités civiles et militaires. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence organisée par le commandement de la Marine à Marseille, à l'École nationale supérieure maritime. Le titre de notre rencontre ce soir, Surveiller et protéger, le Chevalier Paul face aux drones outils en mer Rouge. Ce titre dit déjà beaucoup, il évoque une réalité lointaine mais ô combien actuelle, celle d'un conflit qui bouleverse les équilibres du commerce mondial, menace la liberté de navigation et également confronte nos marins à une forme de guerre complètement inédite. Depuis les attaques du Hamas en octobre 2023, les tensions en mer Rouge n'ont cessé de croître. Les rebelles outils ciblent les navires civils à l'aide de drones explosifs, transformant cette zone en théâtre d'opérations complexes et périlleuses. En réponse, l'Union européenne a lancé l'opération Aspides et la France y engage l'une de ses frégates les plus modernes, le Chevalier Paul, navire de défense aérienne. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir un acteur direct de cette mission, le capitaine de vaisseau Jean-Ytier Verly, commandant le Chevalier Paul. Il va nous livrer son témoignage. 3 mois d'opération intense pour le sauvetage du pétrolier Sounion, pris pour cible par des drones kamikazes. Son récit nous offrira un éclairage unique sur les enjeux stratégiques, techniques, mais aussi humains de cette guerre qui ne dit pas son nom. Je le remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation et je vous remercie vous aussi pour votre présence nombreuse. Bonne conférence à tous. Bonjour, vous m'entendez? C'est moi. Donc, tout d'abord, je suis ravi d'être là. C'est la première fois que je viens à l'école de marine marchande à Marseille. J'aurais pourtant une bonne raison de venir. Mon beau-père a fait cette école, mes 2 beaux-frères ont fait cette école. Mais j'avais jamais mis les pieds ici, donc je suis très très content de venir prononcer cette conférence et de montrer qu'entre la marine marchande et la marine nationale, c'est pas la raison du mariage de la carte du lapin. Donc là, vous voyez le Chevalier Paul en train de faire une escorte d'un porte-conteneur en mer Rouge. Donc, comme l'a dit le commandant, on a passé avec le bateau 3 mois. J'ai passé en tout 5 mois quasiment d'affilée parce que j'étais commandant second du Fort Main-Vent, ce qui m'a permis de faire face à différents types de menaces dont on pourra parler par la suite. Mon année d'expérience comme instructeur au pôle École Méditerranée à Saint-Mandrier m'a fait acquérir la conviction que prononcer une conférence d'1 heure, c'est particulièrement fatigant pour les conférenciers, mais surtout pour les gens qui écoutent. Donc n'hésitez pas à poser des questions pour rendre ça un petit peu plus vivant. Je pense que ça évitera de se poser des questions à la fin et de revenir sur les slides, même si on le fera sans aucun problème. Et de venir étayer le propos pour répondre aux différentes questions que vous ne manquerez pas de vous poser. Donc pour commencer, je vous présente rapidement le Chevalier Paul. Le Chevalier Paul, c'est une frégate de défense aérienne, une frégate puissante, c'est 200 marins pour 150 mètres de long. Sa mission principale, c'est de défendre le porte-avions contre les menaces aériennes. Les menaces aériennes, on les verra un petit peu ensuite, en tout cas celles qui sont mises en œuvre par les outils, et elles sont nombreuses. Et pour faire ça, eh bien, il faut maîtriser l'environnement dans lequel on navigue. Et donc on a 2 radars. On a un premier radar, le radar noir. C'est le radar longue distance, ça nous permet de voir à 500 km. Et puis un radar à l'avant, là dans la boule. Là, c'est la conduite de tir du système d'armes principal qui est basé sur des missiles Aster 15, Aster 30, une portée de 70 km environ. Et autour de ça, le bateau est construit. Donc on a des systèmes de guerre électronique, des systèmes contre les sous-marins, des systèmes de canons, des hélicoptères. On a une propulsion qui est particulièrement bien dimensionnée. On peut aller jusqu'à 30 nœuds. Le bateau fait 7000 tonnes avec des turbines à gaz. Bref, on est capable d'opérer dans tous les domaines de la guerre sur mer,
que ce soit contre les bateaux, contre les sous-marins, contre les avions, contre les missiles. Du coup, eh bien, la mission Aspides était un beau challenge et nous a permis de mettre en œuvre notre armement au profit de la défense des bâtiments de commerce qui naviguent dans le cadre de l'Union européenne. Donc la mission Aspides, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est une mission de l'Union européenne qui a été déclenchée en février 24 maintenant, il y a un peu plus d'un an et demi, pour protéger le commerce maritime qui était l'objet d'attaques de plus en plus violentes par les rebelles houthis. Donc les rebelles houthis, c'est qui? Parce que finalement, on en parlait depuis 2 ans, mais jusque-là, ils étaient globalement sous le dioptre. On entendait assez peu parler. Donc pour comprendre la zone qui nous concerne, donc le détroit de Bab el-Mandeb, parce que la zone d'opération elle est assez circonscrite, on le verra tout à l'heure, mais elle dépasse un peu au nord de Bab el-Mandeb et un petit peu à l'est. Il faut comprendre que l'Iran, dans son cadre de sa politique de déploiement de puissance, a différents acteurs qui travaillent à son profit. Ça lui permet d'asseoir son influence dans toute la zone, face aux pays de la péninsule arabique notamment. Et donc, au-delà du Hezbollah, qui a été tapé violemment pendant le déploiement du Chevalier Paul, on le verra aussi un peu plus tard, du Hamas, qui fait aujourd'hui l'objet du conflit entre Israël et la bande de Gaza, des milices syriennes, qui là aussi ont été balayées par le nouvel gouvernement en place actuellement à Damas. Il y a les Houthis du Yémen. Donc le Yémen, c'est un pays qui est déstabilisé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y avait 2 pays, puis après il n'y a eu plus qu'un pays. Donc il y a différentes factions, il y a des loyalistes, il y a des rebelles, enfin bref. C'est les différents petits encarts si vous êtes intéressés, mais je ne vais pas faire un cours de géopolitique. C'est juste pour vous dire que le soutien de l'Iran, il est fondamental pour les Houthis parce que depuis leur montagne, la zone des rebelles Houthis, c'est montagneux, et bien vous n'avez pas une industrie capable de faire du drone avec le nombre qu'ils en utilisent, de faire des missiles balistiques avec les précisions qui est celle des missiles balistiques aujourd'hui déployés par les Houthis. Ils n'ont pas les capacités de droniser des bâtiments de pêche, ils n'ont pas la capacité de faire des vedettes rapides de surface, etc. Donc, il y a une question de contrôle du trafic d'armement dans la zone qui est fondamentale, qui est comment est-ce que les Houthis récupèrent l'armement de la part des Iraniens. Ensuite, la zone en elle-même, vous la connaissez sans doute aussi bien que moi, c'est un nœud fondamental du trafic maritime. C'est la voie pour passer par le canal de Suez et venir depuis toute la zone de production en Indo-Pacifique, acheminer vos télévisions, vos iPhones, enfin, tout ce que vous achetez en produits de consommation qui est produit là-bas, ça passe par des porte-conteneurs, ou au moins ça passait par des porte-conteneurs à travers le canal de Suez pour éviter d'avoir à passer par le sud et à contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Donc j'ai quelques chiffres, hein, c'est 30% du trafic de conteneurs, c'est quelques milliards de dollars de marchandises. Avec, on voit sur le petit graphique que vous avez là, avant les attaques, un certain volume de marchandises qui passe, et après les attaques, un volume qui est divisé par 2, voire 3. C'est difficile à quantifier au niveau de Bab el-Mandeb, parce que sinon c'est grand. En revanche, comptabiliser les bateaux qui passent au canal de Suez, c'est assez facile. Et les autorités égyptiennes sont extrêmement affectées par le manque à gagner du transit du canal. Imaginez bien, le canal de Suez étant, avec le tourisme, une des 2 ressources principales de ce pays. C'est un vrai manque économique pour
pour le pays qui peut le déstabiliser. Et donc il regarde avec un intérêt extrêmement vif ce qui s'y passe. Mais il ne s'y aventure pas. Alors qui est-ce qui s'aventure dans cette zone, au-delà de la, en tant que militaire, je parle, au-delà de la mission Aspides? Eh bien, mission Aspides, j'entends par là les Italiens, les Français, les Grecs essentiellement. Eh bien, il y a les Américains qui passent, plus ou moins en fonction de la période, et des attaques qu'ils subissent, attaques violentes et complètement désinhibées de la part des Houthis. Eh bien, il y a toute une partie de bâtiments de commerce avec des attaches avec l'Union européenne, donc c'est CMA CGM et c'est la Messina Line, c'est deux grandes compagnies qui transitent aujourd'hui, en tout cas qui transitaient comme nous y étions par le détroit de Bab el-Mandeb. Et puis après, il y a des gens qui s'arrangent avec les Houthis soit en leur donnant de l'argent, soit en faisant en sorte de montrer l'absence de collusion entre leurs navires et les intérêts israéliens dans la zone, puisque le motto des Houthis, c'est aller taper les intérêts israéliens qui transitent dans cette zone, suite à l'attaque israélienne déclenchée après les attaques du 7 octobre. Voilà. Tout ça est une sorte de grand domino. Le 7 octobre, les attaques dans le sud d'Israël, réponse d'Israël dans le mois qui suit, et ensuite pour faire face à cette attaque de proxy Houthis, donc de personnes qui travaillent pour les Houthis, et ben, les Houthis, enfin pour l'Iran, pardon, les Houthis attaquent violemment le trafic. Donc, le contournement par l'Afrique, j'en ai parlé, il s'est mis en place progressivement, on voit sur la courbe. Ça a mis 3-4 mois, parce que les bateaux ont été tapés violemment, les bateaux ont coulé, les bateaux ont pris feu. Je ne vous ai pas fait un panégyrique des photos des bâtiments touchés, déjà parce qu'il y a plein d'images qui sont classifiées et que je ne peux pas amener ici, mais c'est assez violent. Donc, je vous ai parlé de la menace, on va la décrire un petit peu plus, je vais vous la décrire. Oui. C'était des bateaux commerciaux Ah oui, c'est des bateaux de commerce. Donc il n'y a pas de bateau militaire qui a été touché à ma connaissance. Mais en revanche, c'est des super conteneurs qui prennent. Je vais mettre ça en image avec la description de la menace, vous allez sans doute mieux comprendre. Donc le premier type de menace, c'est le missile de croisière, donc en haut à gauche. Donc là, c'est un missile qui ne va pas très vite, c'est Mach 09, donc c'est la vitesse d'un avion de ligne en vitesse de croisière à peu près. Le problème de ce truc-là, c'est que ça vole très bas, 10 mètres. Donc c'est difficile à détecter parce que l'horizon radar, vous avez l'horizon visuel hein, qui est à 8-10 nautiques, l'horizon radar doit être à 15, mais après, vu la rotondité de la Terre, on a mal à voir ce qui se passe. Donc c'est des missiles qu'on détecte tardivement et qu'on sait traiter avec nos moyens, mais qui font beaucoup de mal aux bateaux de commerce. Donc ça, dans un bateau de commerce, ça fait un gros trou. Quand je dis un gros trou, ça fait un trou de 10 mètres sur 5 dans le bordé, et la tranche avant, la tranche après, ça a pris feu. C'est assez destructeur. L'autre type de missile, c'est les missiles en bas à droite, les missiles balistiques. Là aussi, il y en a beaucoup, et beaucoup plus que les missiles de croisière qui sont mis en œuvre. Les Iraniens savent très bien faire ça. C'est des missiles qui montent très haut, plusieurs kilomètres, puis qui redescendent avec une trajectoire balistique, d'où leur nom. Et eux, ils arrivent à une vitesse comprise entre Mach 2.5 et Mach 3.5. Donc c'est très rapide. Pour faire face à ces missiles, on a du préavis, parce qu'il y a des systèmes satellites qui permettent de détecter les départs de missiles. Et donc, nous, à bord du bateau, on détecte le missile. Et ensuite, on peut le taper, mais le segment
le temps pendant lequel on peut le taper, il est extrêmement faible, parce que comme c'est très haut, et que ça va très vite, c'est compliqué techniquement à faire, mais on sait le faire. Et comment on fait pour s'en prémunir? Eh bien, la problématique, il y a toujours, dans le combat et dans la guerre en général, c'est la dialectique des volontés. Donc en fait, on est toujours entre faire quelque chose et l'autre essaie de faire mieux. Donc là, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est être capable de dire au missile où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il doit taper. Et pour ça, le missile, il n'a pas d'autodirecteur à la fin. Et donc il faut lui donner la position exacte. Et donc si vous faites des zigzags, vous venez perturber sensiblement la désignation d'objectif, c'est-à-dire de dire au missile où il doit aller taper. Et donc c'est ce qu'on fait. Quand on détecte ça, les bateaux qu'on protège, on les fait dérober pour leur permettre de ne pas être à l'endroit où les outils pensaient qu'ils seraient au moment où le missile part. Temps de vol, 4 minutes. Voilà, donc ça va vite. On en parlera plus tard, mais le temps de réaction sur le Fort Bain, quand j'étais commandant second, on a fait face à ce type de missile. Le temps de réaction à 2h30 du matin, entre le moment où vous détectez le missile au radar, donc vous avez un préavis, on vous dit où il y a un missile qui est parti, mais on ne sait pas s'il est pour vous, pas pour vous. Donc vous montez l'intensité, vous préparez le bateau. 3 minutes après, ou 3 minutes 30 après, vous détectez avec votre radar le missile. Le missile, il a été détruit, et c'était le dernier moment, 10 secondes après. Donc c'est la constante de temps qu'il faut avoir en tête. C'est pour ça qu'on fait dérober les bâtiments qu'on a sous notre protection à ce moment-là. Et les bateaux de commerce le font très bien, parce qu'ils ont bien compris l'intérêt de se faire protéger et d'avoir des militaires à côté d'eux qui comprennent ce qui se passe et qui leur donnent des directives. Parce que les bateaux de commerce, ils sont complètement aveugles. Ces machins-là, Mach 2.6, ils voient le son et la lumière avec la boule de feu une fois que ça a tapé, mais avant, ils n'ont pas de perception de ce que c'est. Et donc ça demande de la confiance entre les capitaines des bâtiments de commerce et leur équipage et les équipages des bateaux militaires pour faire en sorte que tout ça se passe correctement. S'il vous plaît. Oui. Avec quel armement vous détruisez ces missiles balistiques? Avec les missiles Aster. Oui. Est-ce que ces engins sont mis en œuvre par des outils ou par des Iraniens? On pense qu'ils sont mis en œuvre par des outils qui ont acquis la compétence. Voilà. Mais c'est possible qu'il y ait des Iraniens, c'est pas très clair. Il y a pas mal de zones de flou dans ce conflit, ce que d'aucuns appellent le brouillard de la guerre, cher à Clausewitz, mais ça en fait partie, ouais, tout à fait. Et ensuite, les 3 menaces qui sont en diagonale, vous avez au milieu les drones aériens, produits en grande quantité. Là, pour fixer les idées, ça va plus lentement. Donc un drone aérien, vous le voyez décoller. Généralement, il décolle des montagnes, donc il est au-dessus de l'horizon radar. Et ensuite, il va au-dessus de la mer. Vous avez à peu près de l'ordre de 5-6 minutes, parfois un peu plus en fonction de sa cinématique, pour vous préparer à l'engager. Et ensuite, quand il est au-dessus de la mer, il descend au ras de l'eau pour venir faire soit des missions de reconnaissance pour diriger les missiles balistiques dont je vous ai parlé juste avant, pour dire où est-ce qu'il faut les taper, soit c'est des drones suicides qui viennent soit être télécommandés directement en impact sur un bateau. Donc là, un impact, c'est une grosse boule de feu et c'est une vingtaine de conteneurs qui sont impactés, voire la passerelle qui va être impactée. Là, c'est plus compliqué. Voilà. Je ne vous ai pas parlé, mais les missiles balistiques, moi j'ai vu des bateaux de commerce avec l'arrière du bâtiment, des gros porte-conteneurs, hein, un peu comme le premier que je vous ai montré là, avec une vingtaine de conteneurs à l'arrière sur 10 étages, avec une diagonale qui a arraché tout un pan de la diagonale, hein, sur une profondeur de 5-6 conteneurs. Donc vous faites le calcul, ça fait pas mal de pertes. Ça vient déséquilibrer le bateau. Bref, les bateaux sont bien conçus, Dieu merci, mais ça fait du dégât. Ça fait du dégât et ça arrive à une telle vitesse qu'à bord, les pauvres ne peuvent pas faire grand-chose. Et ils prient pour que ça ne tombe pas sur la passerelle si ça leur tombe dessus.
Et ensuite, deux autres types de menaces, les vedettes rapides en haut à droite, là, qui sont déployées en essaim ou pas. Donc là, ils viennent chercher le phénomène de saturation sur les bateaux qu'ils attaquent. Et puis, des drones de surface, donc vraiment c'est des skiffs, hein, c'est des petites embarcations de pêcheurs là-bas, qui viennent habillés avec une télécommande, avec un autre bateau à côté qui fait la télécommande. Donc vous avez des skiffs, il y en a des milliers, il y en a partout. Ceux qui ont peut-être déjà navigué dans la zone le savent. Vous avez des zones de plus forte densité avec des pêcheurs, mais vous en avez partout. Et donc il faut réussir à détecter celui qui est un ennemi de celui qui est juste un pêcheur qui cherche à pêcher quelques poissons pour nourrir sa famille. Le challenge est là. Et puis ces pêcheurs-là, ils sont plus ou moins de connivence avec des outils, et donc certains conduisent des attaques avec des lance-roquettes depuis des drones, ou viennent télécommander des drones. Tout ça fait que la zone est particulièrement peu sûre. Voilà. Ça répond à votre question sur les impacts sur les bateaux. Et les bateaux, si vous parlez. Non, moi j'ai une autre question. Si vous... Oui, je vous en prie. Quels sont les navires prioritairement attaqués par les Houthis, s'il vous plaît? Alors les Houthis, ils déclarent attaquer des bâtiments qui sont en lien avec Israël. Alors au début du conflit, qui a commencé en février 24, c'était assez clair parce que c'était un bateau qui avait fait escale ou qui allait faire escale en Israël. Mais assez rapidement, les bateaux ont essayé de trouver des subterfuges. Donc ils ont fait d'autres escales avant, après, enfin bref. Donc là, c'était si le bateau a déjà fait escale dans un port israélien. Et puis ensuite, ça a été si un bâtiment de la compagnie a déjà fait escale dans un port israélien. Voilà. Tout ça pour avoir des cibles, pour faire peser une pression de plus en plus forte sur le trafic maritime dans la zone. À la fin, ils attaquent tout le monde. Alors, c'est pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Et puis, c'est pas parce que vous êtes potentiellement une cible que vous allez être attaqué. Mais en revanche, votre assurance va être beaucoup plus chère. Et puis, vous allez vous poser des questions de savoir si vous prenez des risques ou pas de franchir le détroit de Bab-el-Mandeb. Oui, madame? Les vedettes rapides sont des kamikazes? Non, c'est télécommandé. Mais En fait, c'est fait pour impacter. alors oui, c'est fait pour impacter, mais c'est télécommandé. En fait, on a une sorte de changement de paradigme. Parce que quand je suis rentré dans la marine, c'était hier, on faisait face à des kamikazes, effectivement. Des gens, mais que ce soit dans plein de domaines, les gens venaient se faire exploser. C'était le 11 septembre, voilà, typiquement. Et c'est toute la mouvance Al-Qaïda de cette époque-là. Là aujourd'hui, c'est pas des kamikazes. Ils viennent pas se faire exploser. En revanche, c'est des guerriers qui s'approchent le plus possible pour assouvir leurs besoins de vengeance et détruire les objectifs qui se sont assignés. Et donc ils sont très agressifs dans une sorte de libération de la violence assez importante et assez surprenante pour nos pays européens, parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas habitués à avoir enlevé le couvercle de la violence à un point qui est celui celui dans la zone. On a fait des opérations d'envergure un peu partout. Il y a 15 ans, c'était l'opération Harmattan en Libye avec un niveau de violence élevé, mais c'était pas du même ordre. Il y a eu la guerre des tankers dans les années 70-80, enfin bref, on a fait pas mal de conflits. Mais là, on a quand même atteint un certain degré de violence qui est celui qu'on observe aujourd'hui dans le monde avec la fin de la guerre froide, qui s'est traduit ensuite par la fin de l'histoire, et qui se traduit par un retour des puissances déshybridées qui font valoir leurs avantages, et on ne fait pas autre chose aujourd'hui quand on regarde la télévision le soir
entre la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine et les différents conflits qui ont lieu actuellement. Le théâtre d'opération en lui-même, donc ça veut dire qu'il y a eu 750 attaques, et ça c'est les chiffres qui dataient il y a quelques mois. Donc les attaques, elles sont régulières et elles ne s'arrêtent pas. Elles sont différentes natures. La première attaque, vous voyez, c'est là-haut, là, c'est le Galaxy Leader. Donc ils ont fait une opération avec un hélicoptère, ils sont venus mettre en place des hommes pour capturer l'équipage et ramener le bateau au Yémen. Ils sont restés presque 1 an prisonniers, hein, ils ont été instrumentalisés. Si vous suivez sur les réseaux les différentes propagandes outils, plutôt bien faites, hein, ils sont assez forts en communication, pour monter des petites vidéos sur leurs attaques ou pour montrer leurs différents prisonniers. Mais c'est les seuls prisonniers qu'il y a eu à ce stade. J'ai la faiblesse de croire que l'action du Chevalier Paul a permis d'éviter qu'il y ait d'autres prisonniers. Et puis, il y a d'autres bateaux, donc vous voyez, ça c'est en bas à gauche, ça c'est un drone sur un bâtiment. Le Rubimar, lui, il s'est pris sans doute des roquettes au niveau du château qui l'ont fait couler. Donc là on voit la proue. Donc le bateau a coulé le 18 février. J'ai quitté la zone en fin octobre, la proue était toujours là, et mes camarades sont passés après en mars, ils m'ont dit qu'elle était toujours là. Donc le bateau il est posé au fond, il y a le cul du bateau qui touche le sol, il y a de l'air dans le nez, et donc le bateau est comme ça, à la verticale. C'est assez impressionnant, en tout cas c'est un bel avertissement aux différents marins qui passent dans la zone, et c'est un bon outil de communication pour les outils. En bas à droite, ça c'est un drone de surface. Le drone de surface dont je vous parlerai plus tard, qui a fait l'objet de l'engagement du Chevalier Paul, ben, ça fait ça. Alors là, ça va, c'est sur l'avant du navire, donc il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. En revanche, c'est extrêmement destructeur, et si ça arrive au niveau de la passerelle, eh bien les dégâts sont considérables. Et donc nous, les militaires, on essaie d'aborder le problème de manière pragmatique et raisonnée. Donc on se définit les zones d'opération, et après on va voir les politiques pour proposer des opérations pour protéger ce qu'on doit protéger. Donc là, la zone d'opération la plus dangereuse, c'est entre les pointillés rouges. Voilà, parce que là, on est en portée des missiles balistiques, on a emporté des drones, en tout cas de la majorité. Il y a des attaques qui ont été conduites plus au nord, des attaques qui ont été conduites plus à l'est, mais l'essentiel des attaques, c'est entre ces deux traits rouges. Et là-dedans, c'est la zone où on est capable d'être atteint par des missiles ou des drones aériens, et les drones de surface et les skiffs, eux, ils sont plus particulièrement dans la zone jaune, ou verte, là, avec des zones de pêche importantes, où la densité est telle que vous n'arrivez pas à passer à plus de 1 nautique d'un skiff. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Donc il y en a quand même pas mal. Donc tous les 2 km, vous avez un skiff. Parfois vous avez un groupe de 4 skiffs, parfois 2 skiffs sont accrochés l'un à l'autre. Et c'est pas un critère de suspicion particulier, c'est les pêcheurs là-bas qui font comme ça. Ils se regroupent pour passer la nuit, accrochés les uns aux autres avant de continuer à pêcher. Et donc ça c'est l'opération Aspides de l'Union européenne. Il y a d'autres opérations qui ont été mises en œuvre. Une opération menée par les États-Unis, Prosperity Guardian, qui est défensive au même titre que les Aspides, à laquelle on ne participe pas. Une opération Poseidon Archer qui est offensive pour le coup, qui amène à des frappes, qui a connu une accélération ces derniers mois depuis l'élection de Donald Trump. Il y a toujours dans la zone
les vieilles opérations de l'Union européenne, Atalanta, de protection contre la piraterie qui avait été mise en place lorsque dans les années 2006, il y a eu le pic de piraterie dans la zone. Et puis les missions Task Force 150-153, qui sont des missions qui sont commandées depuis la 5e flotte à Bahreïn, qui sont multinationales, mais qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de consistance opérationnelle. Les bateaux font des missions, mais pas vraiment dans cette zone-là. C'est plutôt soit dans le golfe arabo-persique, soit en mer d'Arabie. Et puis après, il y a des Chinois, enfin il y a du monde. Il y a du monde dans la zone, en militaire, mais les bâtiments qui escortent, les Américains n'escortent pas de bateaux, à part leurs propres bateaux d'intérêt, soit des bateaux sous souveraineté américaine qui doivent escorter, soit leurs porte-avions qui veulent faire passer de la Méditerranée au théâtre mer d'Arabie. S'il vous plaît. Oui. Il y a les bâtiments chinois et indiens. Mais les Chinois, c'est eux les premiers lésés par rapport à ça. Ils interviennent ou pas dans la zone? Alors non, les Chinois ils n'interviennent pas du tout, ils ne sont pas du tout dans une politique d'intervention, ils laissent faire les autres pays. C'est eux les lésés, hein. Oui, mais en fait, ils ont un positionnement qui n'est pas du tout celui-là. Voilà. Et oui. Et quand le chevalier Paul escorte un navire, il escorte sur tout le rail, des points rouges au point rouge, vous l'escortez sur tout le long. Vous en prenez un et vous le prenez tout le long. Alors on en prend jusqu'à 4, D'accord. 4 d'un coup, Ok. et on les prend On voit. là, sur le point bleu, et on les amène au point bleu. D'accord. Et Et là, il y a combien de jours de nave? il y a 24 heures. Enfin, ça dépend de la vitesse, c'est toujours pareil. Oui, bien sûr. Une fois, on a dû escorter un tanker qui allait à 12 nœuds. C'est plus long que les porte-conteneurs qui vont à 22 nœuds. Donc nous, les directives qu'on donne au convoi, c'est s'aligner sur la vitesse maximale du plus lent. Et ensuite, pour garder tout le monde avec nous, ce qui nécessite un peu de savoir-faire, parce que ça faisait quelques dizaines d'années, vraiment depuis la guerre, on n'avait pas fait de convoi. On était convaincus qu'on y reviendrait un jour ou l'autre, parce que les différents conflits qu'on a fait, ça a toujours été comme ça. La première guerre, ça. Le retour des Indes, à l'époque d'Armagnavon, c'est pareil, c'est du convoi. Les routes protégées, ça ne marche pas. Voilà, si vous connaissez un petit peu l'histoire maritime, vous faites soit du convoi que vous protégez, vous mettez tout le monde ensemble et puis vous le mettez sous votre aile, soit vous dites je saupoudre des bateaux tout le long de la route et puis je prie pour que les attaques se passent là où j'ai un protecteur à côté. C'est plutôt la première option qui fonctionne, et d'ailleurs c'est celle qu'on a mis en place. Un, parce que c'est plus efficace, et deux, parce que avec 2, max 3 bateaux dans la zone, eh bien c'est compliqué de la protéger. C'est très compliqué, c'est impossible. Et donc ces bateaux, on en parlera un petit peu après, j'ai une slide qui décrit les convois, mais on se donne rendez-vous à un endroit, donc ça c'est l'opération Aspides qui manage tout ça, et qui vient faire en sorte de nous dire combien de bateaux on va prendre, quelle vitesse, et ensuite nous on contacte les commandants, enfin les capitaines, et on leur dit voilà, on va faire le convoi de telle ou telle manière, pour telle raison, les directives c'est ça, et etc. S'il vous plaît. Dans les convois de la Seconde Guerre mondiale, les convois possédaient un commodore qui s'occupait de la gestion du convoi. Est-ce que ça existe encore, ce genre de choses? Les militaires s'occupaient de la protection et le commodore s'occupait de la gestion du convoi. Non, parce que en fait, les PQ, donc les fameux convois qui allaient ravitailler Mourmansk, on parlait de 50, 70, 100 bateaux. Là, on parle de 4 bateaux avec un protecteur. Donc, en fait, il n'y a pas ce besoin-là. Si on augmentait la taille des convois dans des zones plus larges, parce que là, l'espace est assez resserré quand même. Quand vous passez au large des îles Anish, vous passez à gauche ou à droite, mais vous voyez la terre des deux côtés.
Donc non, il n'y a pas ce besoin-là pour ce type de convoi. J'avance. Donc l'opération SPDS, son objectif, c'est de détecter pour donner du préavis, c'est d'intercepter les menaces et de porter assistance aux différents bateaux qui seraient amenés à être attaqués. Et donc, nous, dans ce cadre-là, on a fait aussi les chiffres dates, donc on connaît avec des pincettes. Il y a 3 mois, on avait fait 150 accompagnements de différents bateaux, essentiellement CMA CGM et Messina Line, mais quelques autres compagnies ont également été protégées. Le choix de protéger ou pas un bâtiment, en revenant au commandant de l'opération Aspides. Donc la compagnie s'adresse à Aspides. Aspides regarde le bateau. Si elle estime que le bateau est trop risqué, par exemple si le bateau il va à Tel Aviv ou à Aqaba, et ben, enfin pas à Aqaba mais de l'autre côté, bon bref de l'autre côté là, dans une sorte de tyran, et ben il va lui dire monsieur, votre situation est trop risquée, je vous invite à faire le tour. Parce que là, il y a 9 chances sur 10 pour que vous soyez attaqué violemment. Et les bateaux qui sont attaqués souvent font l'objet d'attaques plusieurs fois pendant le transit. C'est-à-dire entre les deux traits rouges, là, c'est pas rare que les bateaux soient attaqués 3-4 fois par des vecteurs différents, par des drones, par des missiles balistiques, par des bateaux de surface. Donc quand ils ont choisi une cible, ils se concentrent dessus. Là aussi, c'est un des principes fondamentaux de la guerre, c'est optimiser ses efforts en les concentrant sur une cible pour la toucher. Donc l'opération SPS, elle est commandée par un amiral grec depuis Athènes. Et puis, il y avait un amiral embarqué sur une frégate, soit italienne, soit néerlandaise. Il n'y a pas eu de grec parce que comme le grand chef c'est un grec, et la France on n'a pas pris cette fonction. On est adjoint du grand chef en Grèce, et c'est fait comme ça. Donc il y a 2 voire 3 bateaux qui sont affectés à cette opération. Donc là je viens à l'opération du Chevalier Paul proprement dite. Bon, je connaissais un peu la zone parce que je revenais du Fort 20. Et on avait une mission qui semblait cousue de fil d'or, avec un petit passage en Méditerranée parce qu'on sentait que la tension avec la guerre à Gaza était assez forte. Et donc on nous a demandé de faire un passage là-bas, et puis ensuite on nous a demandé de franchir le canal pour aller intégrer l'opération Aspides. On devait, donc c'est la frise du haut, vous voyez, mission initiale. On devait participer à Aspides, faire un petit peu de ce qu'on appelle du national tasking, c'est-à-dire des missions purement nationales hors d'Aspides, et puis faire différentes choses avec, au tout début, l'escorte d'un bâtiment type Govind, construit par un naval group dans les chantiers français et qu'on a vendu aux Émirats, donc le bateau rejoignait son port base, et puis des protections de bâtiments qui servent aussi nos intérêts, donc c'est ceux que vous voyez là en close protection. Là c'est typiquement les MN Tangara, enfin les bâtiments qui viennent ravitailler nos outre-mer en flux logistique et nos bases à l'étranger également. Et donc on protège plus particulièrement. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que quand on a franchi le canal de Suez, donc on a escorté les Libériens, pas jusque-là, mais jusqu'à Socotra, sur demande express de l'amiral français qui commande la zone à Abu Dhabi, dans la base française. Et puis ensuite, on est rentré à Djibouti pour faire du gasoil, parce que ça consomme pas mal de gasoil. Quand on est sur turbine à gaz, on a une autonomie de 1000 tonnes de gasoil. Si je vais tout le temps à 30 nœuds, en 4 jours, j'ai tout consommé. Donc je ne vais pas tout le temps à 30 nœuds, mais ça consomme. C'est efficace, mais ça consomme. Et donc,
Je suis à Djibouti. L'amiral italien est également là. Et on doit le recevoir pour faire un briefing à bord. Il m'appelle une demi-heure avant, il annule. Enfin, c'est l'équipe annule. Et ils me disent il y a un bateau qui a été attaqué, l'amiral annule. Très bien. Et puis un peu plus tard dans l'après-midi, je vais sur le bateau italien qui est accosté le quai d'à côté. Et l'amiral me demande est-ce que tu es capable d'appareiller dans 1 heure et demie pour aller porter assistance à ce bateau. Donc, avec mon second, on a anticipé l'affaire, l'équipage n'a pas encore été libéré, et donc on lui dit aucun problème. Là, on réfléchit un petit peu, on avait commencé à le faire, et on récupère tout ce qu'on pouvait récupérer, qui était nécessaire, et on a notamment récupéré des journalistes de BFM TV. Du coup, si vous tapez BFM TV chez l'épaule mer Rouge, vous aurez un super reportage de 5 minutes où vous aurez le déroulé de tout ça. Et puis, donc là on y va et on part. À 30 nœuds. Je fais mes calculs et je prévois d'y être au petit matin, au lever du jour, à 6h du matin. On sait juste que le bâtiment a été attaqué, mais on ne sait pas par quoi. Et on a des contacts très mauvais avec le capitaine, en tout cas avec l'armateur du navire, qui nous donne très peu d'informations. Pendant la nuit, en franchissant le détroit de Bab el-Mandeb et en remontant le long des côtes du Yémen, ça c'est en bas à gauche, en fait, je vais vous les décrire, c'est un peu compliqué à comprendre. Vous m'entendez là? Oui. Donc là vous avez des drones qui décollent des montagnes yéménites, qui longent la côte pour aller attaquer le trafic dans le détroit de Bab el-Mandeb. Et donc, comme elles sont trop loin de moi pour l'attaquer, je prends contact avec des chasseurs F-18 américains qui patrouillent en permanence dans la zone. Et je les envoie, je leur dis, il y a une menace qui arrive, et donc eux, ils vont dessus, et ils la détruisent. À 2 reprises, il y a des drones qui sont détruits dans la nuit par des chasseurs américains. Donc là, le niveau de tension est bien. On sait à quoi on se prépare. On arrive sur zone. Donc le Sounion, le bateau qui a été attaqué, c'est un super tanker. Hein. C'est Exxon Valdez ou le Moco Cadiz, enfin, c'est ce que vous voulez. En tout cas, c'est gorgé de pétrole d'huile lourde, avec un risque de mer Noire assez important. On arrive sur zone. Le bateau est à la dérive. On s'approche à 200-300 mètres. On fait le tour du bateau. Ça fait un peu plus d'une longueur de bateau, hein, donc c'est finalement assez près. Et là, c'est là-haut. Là, c'est une photo, elle est assez sombre, elle passe mal, je suis désolé. Du château arrière, mais dans les ronds, vous voyez des gros trous. Et donc, le bateau, on comprend qu'il a été attaqué à la roquette pendant la nuit. D'avant. Et que ça fait une journée qu'ils sont à la dérive. Puisque, rappelez-vous, c'est quand j'étais attaqué à Djibouti qu'on nous a rapporté l'attaque. L'équipage est contacté, j'ai le capitaine à qui je demande s'il a besoin d'aide. Il me dit qu'il est en train de réparer sa machine, mais qu'il n'a pas besoin d'aide à ce stade. Qu'il a un blessé potentiel, mais pour l'instant, ça va. Et qu'il nous demandera d'aide plus tard. Donc, très bien. Du coup, je me mets en protection entre la côte yéménite, à 3 nautiques, et ce bateau, pour le protéger. Donc je fais des rails nord-sud de protection, avec tout mon équipage au poste de combat, parce que j'ai des doutes sur la situation sur face. Il y a beaucoup de skiffs. Dans la nuit, avant d'arriver sur zone, j'ai envoyé mon hélicoptère. L'hélicoptère a repéré quelques skiffs suspects, notamment des skiffs qui sont à touche-touche. Ce que je vous disais était une attitude classique dans la zone, mais c'est quand même un critère de suspicion, et donc on a ça en tête. Mais comme j'ai pas de permanence hélicoptère, et que je veux pas faire voler mon hélicoptère trop près du bateau, parce que s'il y a des roquettes, c'est une menace, c'est un risque que je ne veux pas prendre, je perds la situation surface des skiffs. Et puis là, au bout de... assez rapidement, hein, au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on m'annonce
qu'il y a une embarcation rapide qui se dirige vers nous. Alors, nous, derrière nous, il y a le saumon qu'on protège, donc s'il va vers le saumon, il va vers nous globalement. Donc, on change de route, on fait un premier tir de semonce pour essayer de savoir si c'est un pêcheur qui fait n'importe quoi ou qui essaie de faire du trafic, parce qu'il y a aussi du trafic d'armes et de quêtes et de tout ce que vous voulez dans la zone. Hein, c'est pas les quartiers chics. Et donc là, le bateau ne réagit pas, donc je change de bord, je fais un deuxième tir de semonce. Et puis je me prépare à engager. Quand il arrive à 1000 mètres, il est toujours en radial, j'ai fait 2 tirs de semonce, il ne peut pas ne pas avoir vu que je tirais dessus. Et donc là, je décide de l'engager. Je ne sais pas si c'est un drone ou pas, hein, mais je décide de l'engager. Et au même moment, j'ai mon second qui était au central d'opération, dans lequel on a des reports de caméras TV sur des grands écrans, me dit j'ai vu par-dessus le bordé, il n'y a personne dedans, je te confirme que c'est un drone. Donc on engage, on est trop près pour engager au 76 mm, on est trop près pour engager avec d'autres types de missiles. Donc on engage au 20 mm, téléopéré, qu'on a en sabord, et à la 12,7 mm, qu'on a aussi en sabord. Et quand on tire, les balles elles traversent la coque en bois, mais ça n'arrête pas. Le bateau continue, 900 mètres, on tire, 800 mètres, 700 mètres, 600 mètres. Et finalement, à 300 mètres, j'ai un de mes tireurs qui fait plein bois sur les réserves de carburant. Le bateau prend feu et s'arrête. Je m'éloigne rapidement du skiff qui est sans doute rempli d'explosifs, et je fais bien parce que quelques minutes plus tard, j'ai une colonne de 200 mètres de fumée d'explosifs qui s'élève dans le ciel avec l'explosion du bateau. Donc là, je me dis, bon, il y a potentiellement d'autres menaces. Donc, je rappelle l'équipage du bateau. L'équipage me dit, le capitaine est assez stressé à ce moment-là. Il demande d'être évacué. Donc pas de problème. Je lui demande, avant d'être évacué, de mouiller son bateau pour ne pas le mettre à la dérive. Ce qu'il fait. Donc il mouille son bateau. Et ensuite, je lui donne l'ordre d'évacuer le bateau avec son embarcation de sécurité, les embarcations orange. On voit ici, là. Et puis, là, le vent s'est levé, la mer est assez mauvaise et son embarcation se fait assez malmener. Mais je ne veux pas subir, pendant que je le ramène à bord, une autre attaque de drone qui le laisserait un peu tout seul parce que je suis obligé de manœuvrer pour me défendre. Donc je ne pourrais pas forcément le défendre, voire ça viendrait me gêner dans mon engagement. Et donc on s'éloigne à vitesse max pour lui, dans l'ouest, jusqu'à atteindre 4-5 nautiques. Et là, j'embarque les troupes. C'est un équipage, donc c'est un armement en grec, avec un capitaine russe et un équipage philippin. Les gars en montant à bord, ils sont quand même marqués. Hein. Ils ont senti le vent du boulet. Il y en a qui sont blessés. Le chef mécanicien était en train d'essayer de réparer après la première attaque qu'il avait suivie la veille. Pendant la deuxième attaque, il s'est pris le blast, donc il avait le crâne ouvert là, le cuir chevelu complètement ouvert, et il y avait pas mal de blessés, donc on les prend en compte par notre médecin du bord. Et puis, une fois qu'on a récupéré tout le monde, que le bateau est mouillé, je rencontre, je dis que mes intentions sont de déposer l'équipage à Djibouti, ce qu'on m'autorise à faire, et donc je remets à 30 nœuds à Djibouti pour déposer l'équipage. Ensuite, j'y arrive le lendemain matin, le soir même, j'arrive le soir même, vers minuit, je mouille à Djibouti et j'évacue tout le monde, qui est pris en compte par les autorités djiboutiennes. Après, vous imaginez 2-3 désagréments politico-judiciaires de qui va prendre en compte ces marins dans un pays où c'est peut-être un peu. Mais ça se passe bien. C'est plutôt pas mal. Et donc ensuite, le lendemain matin, je vais à Djibouti pour embarquer du gasoil parce que j'ai fait quasiment 2 jours à 30 nœuds. Donc 2 jours à 30 nœuds, j'ai mangé la moitié de mon pétrole. Et là, on voit les photos qu'on voit à droite. Donc les outils, le lendemain, pendant que je soute, ils montent à bord et ils mettent entre 15 et 20 charges explosives et ils font exploser le pont de vol. Enfin, le pont de vol. Des formations professionnelles. Le pont du tanker.
Donc c'est l'explosion que vous voyez là. Ils font des belles images de propagande, c'est plutôt bien fait. En plus, ils diffusent sur les réseaux sociaux que le commandant Cholet-Paul est un dangereux terroriste qui fait peser une menace sur la navigation parce qu'il a tiré sur des bateaux, il a failli tuer des Houthis et des gentils pêcheurs. Et donc je suis nominativement impliqué là-dedans, ce qui n'est pas toujours très agréable. Bref, c'est comme ça. Et puis ils vont remonter à bord 2 jours après pour refaire la même chose, refaire des images et remettre des charges explosives et là faire exploser la passerelle aussi. Bref, le bateau est très très abîmé. Mais surtout, l'explosion a mis le feu à l'huile qui est à bord du bateau. Et donc on a un tanker, 250 mètres de long, en feu à 15 points différents et qui brûle. Je dirais, moi mon problème, c'est surtout de protéger les bateaux et les gens qui sont dessus. Oui, mais non. Donc là, la compagnie fait appel à l'opération SPS et on monte 2 opérations pour aller secourir le bateau. Tout d'abord, on me dit d'appareiller assez rapidement le lendemain avec les 2 Hercule et Gladiator, donc 2 bâtiments de servitude qui sont au Somaliland. Je vous laisse imaginer l'état de préparation de l'équipage dans tous les domaines, que ce soit dans la manœuvre, la navigation. Voilà. Parce que ces 2 bateaux-là ont essayé immédiatement d'y aller, mandatés par l'assurance. Et puis quand ils sont arrivés au sud de la baie Mandeb, les Houthis leur ont dit sur la VHF, si vous passez, on vous tue. Donc ils ont fait demi-tour et ils ont attendu notre protection. Donc dans ces circonstances, on me dit, tu vas escorter ces gens-là jusqu'au bateau pour qu'ils le remorquent hors de la zone. Donc on briefe un peu, les gars viennent à quai, on briefe. Il y a des personnes de l'assurance qui sont néerlandaises et pakistanaises qui, de mémoire, mais je ne suis pas sûr, enfin je me souviens très bien, des gens qui avaient l'air compétents. Et l'équipage des bateaux semblait complètement dépassé par la situation, mais il n'avait pas trop le choix. Et donc, on embarque tout le monde, on passe la baie Mandeb, on arrive. Pendant la nuit, j'en ai qui font demi-tour en disant qu'ils ont trop peur, en se faisant harceler par les Houthis. Donc je fais demi-tour, je vais les chercher, je regroupe mon troupeau, on arrive, et là, devant le bateau en flammes, les gars ont eu trop peur, on dit qu'ils étaient incapables de faire le job. Et donc je ramène tout le monde à Djibouti, et là, il y a une deuxième opération qui a été montée. Bonne dizaine de jours plus tard, donc moi entre-temps j'ai fait d'autres choses pour amener des bateaux. Donc ils ont dépêché des énormes remorqueurs depuis la Grèce, ils sont allés chercher des spécialistes en Amérique du Sud, bref ils ont monté une mission de sauvetage bien montée qui a permis de sortir le bateau. Donc là on est allé avec plusieurs frégates pour protéger ça. Ils ont pris le bateau en remorque, ils l'ont sorti de la zone de menace, ils l'ont mouillé au large de l'Érythrée, ou du Soudan même. Et là, ensuite ils ont éteint le feu. Ils ont encore mis 1 mois après pour éteindre les feux, parce que éteindre de l'huile qui brûle, ça se fait pas comme ça. On peut voir, j'avais embarqué plein de capacités supplémentaires, donc j'avais des tireurs d'élite qui venaient des forces commando françaises, j'avais des groupes de plongeurs des mineurs, et on avait envisagé à peu près tous les scénarios. S'il fallait monter à bord, et qu'il y avait des terroristes, enfin des outils à bord ou pas, s'il y avait des outils dans la passerelle, enfin bref, comment est-ce qu'on faisait pour se prémunir du risque représenté par ces factions outils. À la fin, on a quand même fait des belles photos parce que ça laisse un souvenir. Là, on était sorti de la zone déjà. Hop. Et donc, pour terminer mon propos, sur les convois en eux-mêmes, donc là, on a un convoi de 3 bateaux, on les espace de pas trop parce qu'il faut pouvoir les protéger.
et que mes systèmes sont optimisés pour moi. Donc si je veux protéger quelqu'un, il faut que les personnes que je protège soient pas à plus de 10 km. C'est pour ça qu'on les gardait globalement dans un cercle de 3 nautiques. Jusqu'à 4 et pas plus, parce qu'après, 1, c'est compliqué à protéger. 2, c'est compliqué à garder ensemble, il faut réguler la vitesse, etc. Donc on avait des outils informatiques intelligents, parce qu'on ne voulait pas trop parler sur la VHF, enfin on ne voulait pas du tout parler sur les ondes pour ne pas donner d'informations aux outils. Et puis on avait tout un processus. Plusieurs jours avant, ils coupaient leur transpondeur AIS, donc le transmetteur qui donne la position, la destination et toutes les informations nautiques en permanence. Parce que c'est trop facile de tirer sur quelqu'un avec un missile balistique si vous donnez en permanence vos positions. Et puis, bref, on fait tout ça pour que on a des procédures de zigzag. Donc là aussi, on se repenche un peu dans les documents OTAN qu'on n'a pas utilisés depuis quelques temps, de zigzag. Mais c'est plutôt bien fait. Nos anciens avaient plutôt bien travaillé parce que leur procédure a été objectivement très bien faite. Là, j'ai été particulièrement... Oui, pardon? Oui. À propos de Djibouti, Oui. quelle importance vous accordez à cette base, pas seulement à la ville, à la base de Djibouti, par rapport à votre sécurité loin de la métropole? Quelle est l'importance que vous accordez à cet endroit du point de vue des approvisionnements, en tout point de vue, y compris hôpitaux, nourriture? C'est pas un avantage fondamental dans cette affaire? Alors, Djibouti, c'est... là, tu vois, il y a une carte. C'est simple. Voilà. Donc, Djibouti, c'est on va juste à proximité de la... Si on s'est installé à Djibouti, c'est pas pour rien. Comme Gibraltar. Exactement, comme Gibraltar. Me dit-on devant, c'est exactement ça pour nos camarades britanniques. Djibouti, c'est le point de passage quasiment obligé quand on vient de l'Est pour passer en Méditerranée. Les ports en eau profonde sûrs dans la zone, si vous remontez plus au nord, il faut aller chercher les ports égyptiens, mais qui sont sur une côte extrêmement vantée et pas très agréable.